Professeur, d'abord merci de me recevoir dans votre vieille demeure. Hein. Quel est le nom du village déjà? Oh là là, c'est Kessa. Grèce-Sarc. Grèce-Sarc. C'est le dernier village des Cévennes. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Il y a un calme qui est propice à la réflexion. Oui, dans mon bureau. C'est ici que vous avez écrit, votre dernier livre, Le Grand Orient, les lumières sont éteintes. En effet, c'est là. Dites donc, c'est pas très fraternel ce livre hein, sur le Grand Orient. Il est assez violent, c'est un pamphlet. Il est méchant. Hein. Alors, on apprend que vous étiez au Grand Orient depuis 50 ans. J'étais initié en 1972, voilà. au Grand Orient. Voilà. Et ils vous ont méchamment... Enfin, ils vous ont pas viré parce que vous êtes parti avant qu'ils vous virent, mais ils vous ont quand même viré. C'est curieux. C'est curieux. On m'a dit d'ailleurs, les amis juristes, moi je suis nul en la matière, m'ont dit que c'était pas normal. Ah mais non, on ne peut pas virer quelqu'un qui est parti. Qui a démissionné. C'est le bon sens. Alors, expliquons d'abord, mais je vous laisse la parole, qu'il y a plusieurs obédiences maçonniques. Et que le Grand Orient, c'est quand même l'obédience la plus extrémiste, hein, la plus laïque, hein, composée de laïcards, ce qui n'est pas le cas notamment de la Grande Loge nationale, qui elle est très respectueuse de l'Église, puisque les frères prêtent serment sur l'Évangile. Hein. Donc il y a des obédiences très différentes et il ne faut pas tout confondre, on est bien d'accord. Hein. Je le pense. Alors, d'où vient ce pamphlet? Qu'est-ce qui a provoqué en vous cette colère contre le Grand Orient? Bien. Alors moi, quand j'étais initié, je vous ai dit à cette époque-là, ça fait 50 ans, 51 ans maintenant, c'était dans une loge à Lyon, du Grand Orient, qui était pour moitié des commissaires de police et pour moitié des anarchistes. Oui, mais ils peuvent s'en prendre. Oui. Et de fait, il y avait une vraie tolérance, une vraie entente, et reposant justement sur ce qui est un des éléments, et pour moi l'élément le plus important de la maçonnerie authentique, traditionnelle, c'est-à-dire, je dirais, une dimension spirituelle, symboliste. Voilà. Et pour ma part, j'étais bien et j'étais à l'aise, et c'était ce que je trouvais important, encore une fois, dans cette loge. Et d'une manière générale, ça a existé dans d'autres loges du Grand Orient, soyons clairs. Il s'est trouvé que depuis 2 décennies, il y a un lent processus au Grand Orient qui, de plus en plus, je dirais, évacue la dimension purement symboliste, spirituelle, au nom du sociétal. Voilà. C'est-à-dire des planches qui vont s'intéresser à toute une série de questions, je ne sais pas moi, le mariage pour tous, le sexe, LGTB, enfin tous ces trucs-là qui sont... Vous dites qu'ils deviennent très wokistes. Alors pour moi c'est une dimension très wokiste, hein, c'est-à-dire dans le fond, comment dire très simplement, universaliser une particularité. Voilà, le sexe, la peau, le genre, etc. Et que ça a gagné, à bien des égards, je dirais l'ensemble, en tout cas, que c'est ce que souhaite la bureaucratie du Grand Orient. Voilà, hein. Et dans le fond, depuis 2-3 ans, moi je suis en bis-bis, comme on dit, avec certains membres, donc des dignitaires de cette obédience, en essayant de rendre attentif au fait qu'il y avait toujours ces 2 traditions. Pourquoi pas une tradition qui était le propre du Grand Orient, c'est-à-dire une tradition beaucoup plus laïque, laïcarde, vous l'avez dit, mais qu'on maintenait cette dimension symboliste. Et ce n'est plus du tout le cas. Voilà. C'est en ce sens que j'ai fait cet essai. Alors, vous écrivez que c'est devenu, ils manifestent les pires comportements liberticides et sectaires. Oui. Alors, c'est quand même, moi, on m'a toujours enseigné que l'idée fondamentale de la maçonnerie, c'est la tolérance. Exactement, et cela a été écrit. Du reste, vous citez Voltaire. Je ne partage pas vos idées, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez les exprimer. Voilà. Et d'ailleurs, même au rue Cadet, le Grand Orient à Paris, il y a cette belle phrase de Saint-Exupéry, ta différence, mon frère, loin de me léser, m'enrichit, etc. Voilà. Donc il y a quelque chose qui fait que d'une certaine manière, ils gardent apparemment cette dimension de tolérance. Ils n'ont plus du tout. Et ils n'ont plus du tout. Et d'où les processus d'exclusion, pour ceux qui me concernent. Oui, chaque fois au nom de l'antifascisme. Alors exactement, c'est-à-dire que dans le fond, alors que dans les constitutions d'Anderson, le fondement même de la maçonnerie, il ne doit pas être question de politique au sein des loges ou des discussions ou des planches, etc. Là, c'est devenu l'élément essentiel. Et pour ce qui me concerne, c'est parce que justement, je m'étais opposé dans la psychopandémie qui vient de s'écouler à ce qu'étaient les injonctions étatiques.
Eh bien, ils ont pris cela pour prétexte en disant non, il faut respecter. Mais ils sont très soumis au pouvoir en place. En gros. Et c'est devenu, l'expression que j'emploie, un club politique. Oui, c'est ça, vous dites que c'est un club. Oui, oui, c'est-à-dire, il remplace la déshérence des partis et des syndicats. Je dirais que pour la fine bouche, le grand maître qui vient d'être élu il y a 2-3 jours au Grand Orient est un grand syndicaliste. Ah bon? De métier, je dirais. D'accord. Et on voit bien, ça montre bien en quelque sorte comment, je dirais, ce n'est Comment plus- s'appelle-t-il? Il s'appelle, oh là là, mon Dieu. Il s'appelle Trichard. Oh, c'est horrible. Non, Et alors, il se trouve qu'à la page 40 de mon livre, je cite que justement, ce sont devenus des tricheurs. Ben oui, je rappelle que en vieux français, le mot trichard est celui qui escroque au jeu, en quelque sorte. Oui. Mais alors, ah voilà, c'est là, voilà. Effectivement. Bon, mais si on rappelait un peu les... il faut, bon, moi, j'invite vraiment nos amis à lire le livre parce que c'est quand même une plongée dans les profondeurs un peu sulfureuses, il faut le dire, du Grand Orient maçonnique de France et politique. Oui. Et politique, ça qu'il faut quand même. Voilà, en gros, c'est là-dessus qu'il faut insister. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut insister, je crois. C'est qu'on a affaire à un instrument politique. Voilà, en gros, qui a perdu ce qu'était l'ordre traditionnel. Voilà. Ils ne font plus de spiritualisme, voilà, ni de symbolisme. Ni de symbolisme, ils font de la politique, voilà. Et de la politique quasiment syndicale. En gros, alors que si vous voulez, moi, c'est mon hypothèse concernant ce qui est en gestation, ce que j'appelle la post-modernité, c'est-à-dire cette nouvelle époque en gestation, et on le voit très fréquemment concernant les jeunes générations, qui, elles, ont besoin, bien évidemment, de ce symbolisme, ont besoin de cette dimension sacrale, si on emploie ce néologisme, etc. C'est-à-dire le fait que ce n'est plus le simple matérialisme qui va prédominer, disons-le simplement, mais au contraire, un peu ce que disait Peggy, tout commence en mystique et s'achève en politique. Voilà. Et en même temps, quand le politique s'achève, ce qui est mon cas, ce qui est mon hypothèse actuellement, bien le retour de la mystique. Voilà. Et donc, le Grand Orient, à bien des égards, alors je ne veux pas dire dans sa totalité, parce que moi je connais des quantités de frères et de gens d'une grande qualité qui justement continuent cette vieille tradition. Mais disons que globalement, la technobureaucratie, ce que j'appelle la bureaucratie diabolique, qui sépare, diabolos c'est celui qui coupe, qui sépare, et bien cette bureaucratie, bien justement, ne s'accorde plus avec l'esprit du temps, mais au contraire reste sur des vieilles lunes, qui sont, encore une fois, ces lunes, je dirais, du laïcisme, encore une fois, de l'invocation. Oui, c'est la guerre au statut, c'est la... Ah bah la calotte. Ah bah la calotte, c'est une connerie, là. Mais alors pourquoi vous avez été... Quelle question à laquelle vous répondez, bien sûr, dans votre livre, pourquoi vous avez été viré, comme on dit? Viré, non, parce que vous êtes parti, non? Oui, moi j'ai démissionné, puis après, je ne vais pas le redire. Moi, exclu, ça c'est leur problème. Maintenant, mon âge fait que je n'ai plus du tout envie d'aller en justice de quelque manière. Ça m'est totalement indifférent, j'ai démissionné. Tout simplement, encore une fois, parce que j'insistais sur cette dimension, encore une fois, qui était une dimension pour moi fondamentale de la maçonnerie, c'est-à-dire cette dimension symbolique. C'est-à-dire le fait, encore une fois, qu'on se rassemble pour partager des idées, pour partager, encore une fois, un imaginaire, évidemment, maître Gilbert Durand. Alors, il s'est trouvé que le prétexte, puisque toujours un prétexte pour une exclusion ou pour ce qui a amené ma démission, c'est que j'avais fréquenté, alors j'avais donné un cours chez Marion Maréchal, j'avais participé à un colloque organisé par un certain Gilbert Collard. Oui, vous savez, il est totalement infréquentable. Voilà. Mais je me souviens, c'était un colloque à l'Assemblée nationale, d'ailleurs. Oui, colloque qui s'est tenu dans les locaux de l'Assemblée nationale. Exactement, je m'en souviens bien. Et parce que j'avais déjeuné avec Robert Ménard à Béziers. Vous vous rendez compte? Ça, c'est Béziers de Judas. Voilà, quelque chose d'époustouflant. Et que j'avais participé à des émissions organisées par Zemmour. Oui, en tant que journaliste, moi je passe. Oui, vous avez été invité, bien sûr. J'ai été invité plusieurs fois à Zemmour, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Même il y avait des grands maîtres précédents, comme Bauer ou comme Keller, qui ont été à ces émissions, mais ça m'a été porté en préjudice. Et comment ont-ils pu devenir aussi petits, aussi mesquins? Alors, si je le dis d'une manière un peu méchante, c'est que ce sont dans le fond ceux qui sont actuellement ces bureaucrates, ce qu'on appelle la cordonite, qui cherchent des cordons. Très souvent, ce sont des gens
je dirais, de la série B dans leur métier. Par exemple, il y a beaucoup de commissaires de police, mais qui n'ont pas vraiment réussi dans leur métier et qui, là, au sein du Géo, du Grand Orient, trouvent véritablement une manière, encore une fois, de s'exaucer. Hein, c'est-à-dire, ceux qui n'ont pas réussi dans leur vie professionnelle, ils le font là. Des avocats, beaucoup d'avocats de la série B, je dirais. Oui, qui n'ont pas de cause. Et de la série B, et qui là trouvent une manière, encore une fois, à la fois de se justifier et puis de trouver un sens à leur vie. Oui, parce que les titres sont ronflants. Hein. Voilà. Ces grands maîtres du grand lampadaire, etc. Grand chevalier, grand chancelier. Et dans le fond, de mon point de vue, c'est ça la vraie réponse. Hein. Globalement, dans cette bureaucratie, ce sont encore une fois des gens de la série B, je dirais, dans leur métier, et qui là trouvent une manière, au travers des décors maçonniques, au travers des titres dont qu'ils s'accordent, qu'ils se donnent, de trouver encore une fois un sens à leur vie, premièrement. Deuxièmement, je crois qu'il est important de savoir que d'une manière globale, je consacre un chapitre d'ailleurs de ce livre à cela, ce que j'appelle 50 nuances de gris. Oui, j'ai vu. C'est-à-dire que très précisément, moi, quand je suis rentré en maçonnerie, la moyenne d'âge était de 42 ans. Oui, c'est ça. Actuellement, me disait d'ailleurs un des grands maîtres du Géo, c'est de 65 ans. Vous voyez, donc du coup, c'est quand même important de voir. Et du coup, qu'est-ce que cela fait? Eh bien, 65%, je ne suis pas un amateur des chiffres, mais enfin, il me paraît important de le rappeler, 65% des gens qui rentrent, des jeunes, ne terminent pas l'année. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent plus là à la fois des gens qui correspondent à leurs préoccupations essentielles et en même temps ne s'intéressent plus du tout aux simples questions dites sociétales. Voilà un peu en quel sens il me paraît important de faire la critique de ces. Alors, bon, il faut dire, on ne peut pas en quelques minutes raconter, décrire le labyrinthe du Grand Orient dans lequel vous nous entraînez avec une petite lumière, hein, qui parfois est inquiétante, tant elle se promène en forme d'ombre sur les murs. Hein. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous allez vous inscrire dans une autre obédience? Écoutez, là on va voir, hein. Je n'ai pas du tout envie, pour l'immédiat, j'ai fait ce livre. Figurez-vous que je suis en train d'écrire une suite à celle-ci, ce livre-là, qui lui portera comme titre « Est-ce que la franc-maçonnerie peut-elle réenchanter le monde ?» C'est-à-dire voir comment, au-delà de ce qu'est le Grand Orient, c'est-à-dire cette dimension purement que j'ai dit politiste, sociétale, eh bien, comment d'autres obédiences, alors vous avez cité la GNLF, il y en a des quantités d'autres, vous savez. Oui, je sais. La Grande Loge de la spiritualité et de la culture, par exemple, enfin, et puis j'en connais bien d'autres qui existent ou qui sont en train de se créer, Alliance, hein, c'est-à-dire la Grande Loge de maçonnique française, etc. Bon, il y a des quantités d'autres obédiences qui justement gardent ce trésor, ce que j'appelle moi le trésor caché de la maçonnerie, et je ne sais pas strictement ce que je vais faire, et ça c'est pas l'essentiel. De toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. On peut être un franc-maçon sans tablier. Voilà. Hein. Et pour tout vous avouer, je suis, jusqu'à la fin du mois de cette année, j'ai déjà une dizaine d'invitations pour faire des conférences dans des endroits maçonniques. Mais bien sûr, bien évidemment. Mais vous savez, deux fois dans ma carrière d'avocat, j'ai été amené une fois, j'ai été amené à défendre un franc-maçon du Grand Orient qui avait été exclu pour cause d'appartenance politique. C'est quand même extraordinaire de prêcher la tolérance et de se montrer à ce point intolérant. Vous faites bien de le rappeler. J'ai reçu là, cette semaine, 2 mails. Un militant, pas de l'extrême droite, du LR, hein, de Perpignan, pour dire exactement, qui a été exclu du Géo parce qu'il avait postulé. Oui, mais ça doit être le même, On va pas dire ça. Alors je ne m'en suis pas occupé directement, mais il m'avait contacté, et je l'ai confié à un avocat de mes amis, Maître Kuchukian, qui s'est rendu au Grand Orient. Alors on y était allé en nombre, et on n'a pas pu entrer. L'avocat n'a pas pu entrer. Ah oui, d'accord. Alors je ne sais pas comment il s'est débrouillé, s'il est arrivé à la fin, s'il a pu finalement y entrer,
Mais il y avait de ils avaient fait venir la police à Ah l'entrée oui, d'accord. Ah oui, à d'accord. l'entrée du temple. Bon, Ouais. donc ça montre quand même qu'on a affaire Non, non, à une espèce je dis bien, d'enfermement. je dis bien, pour moi, un des termes que j'emploie fréquemment, c'est une nouvelle inquisition. Hein, c'est ça, voilà, C'est-à-dire, voilà. encore une fois, ceux qui se veulent adogmatiques sont des vrais dogmatiques. Hein, et d'une certaine manière, c'est ce qui amène ces espèces d'exclusion, de radiation. Et pour tout vous avouer, là encore, restons dans le chiffre. Ils se prétendent être 55 000 en France. Oui, Hein, voilà. voilà. Hein, vous vous souvenez de la formule de Churchill? Je ne me fie qu'aux statistiques que j'ai moi-même dévoyées, Ouais, que j'ai voilà, moi-même ouais, faussées. ouais, ouais. Et de fait, on sait bien que justement dans la foulée de ce qui s'est passé dans ces 2 ans qui viennent de s'écouler, eh bien des quantités de gens n'ont plus payé leur capitation et je pense qu'il faudrait arriver maintenant à un chiffre de 30 000 et non pas de 50 Ça, 000. voilà, oui. Ça, c'est à vérifier. Oui, Mais, on monte beaucoup sur les voilà, appartenances en gros, c'est ça. aux partis politiques, En aux gros, c'est ça. associations. Mais tout simplement, encore une fois, parce que, et j'ai beaucoup d'échos depuis que ce livre est paru, il n'y a pas longtemps, mais j'ai des quantités d'échos qui m'arrivent, disant c'est bien de dire publiquement ce que nous n'osons pas dire. Oui, c'est vrai. Et qu'il y a un nombre non négligeable, même de membres du Grand Orient, qui justement sont en train de prendre leur distance, hein, soit en démissionnant, soit en ne payant plus leur capitation, soit tout simplement en faisant même des critiques internes, mais sont en train de prendre vraiment une vraie distance. Oui, franchement, c'est courageux c'est courageux de décrire tout cela parce que ça fait très longtemps quand même que des frères se plaignent de la dureté du Grand Orient à l'égard des idées politiques des uns et des autres, hein, qui ne plaisent pas, qui ne conviennent pas. Et c'est terrible parce que c'est vraiment une forme d'intolérance qui relève, comme vous le dites dans vos livres, que je rappelle, hein, c'est une forme d'inquisition. Le Grand Orient, les lumières se sont éteintes. Je vous remercie, cher Michel Maffezoli, alors que les lumières s'éteignent, d'en allumer quelques-unes. Voilà, je vous remercie. Merci. À lire en cachette, hein, attention. Hein.